Bonjour chers amis. Eh bien vous voyez, il y a des moments où quand on va se mettre à parler de l'action humaine, des actions que nous accomplissons tous les jours, du matin au soir, il arrive qu'on se demande mais qu'est-ce que je suis occupé à faire et pourquoi est-ce que je continuerai à le faire? Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans cette aventure? Car il faut bien l'avouer, ces vidéos sont loin d'être ce qu'elles pourraient être. Ça, c'est le lot de l'improvisateur, la joie d'improviser. Alors dans ces cas-là, il faut retourner à l'intérieur de soi pour rechercher l'impulsion, la première impulsion qui a donné naissance à la première vidéo, pour se remotiver, se redonner du courage, ce qui n'est pas toujours évident. Et la première chose à faire quand on doute, c'est de retrouver la confiance. C'est d'abord agir et être confiant. Comme le peintre, qui ne sait pas ce qu'il va peindre, mais qui fait confiance dans le tableau qui est à venir. Je suis un peu dans cet état-là. Mais trêve de bavardage. Reprenons. Donc on a vu dans la dernière vidéo que la conscience du moi humain est bâtie sur l'organisme. C'est grâce à notre corporéité que nous prenons conscience de nous, de notre moi. D'abord sous forme de l'ego, et puis ensuite sous d'autres formes, à travers la pratique, à travers l'exercice. La nature nous a amenés jusqu'à un certain point de notre évolution, c'est à nous, très clairement, de savoir si on veut consciemment, cette fois-ci, continuer cette évolution. Alors il est proposé de s'exercer à observer la pensée pour, à nouveau consciemment, arriver à observer le pensée pur et donc ensuite vivre au sein de la pensée vivante, ce qui permet d'assurer la continuité de la conscience de l'autre côté du seuil. Facile à dire, difficile à faire. Bien sûr, lorsqu'on meurt, les choses se passent très différemment. On ne va pas en parler ici, mais ce dont on parle maintenant, c'est nous dans un corps de chair. Et donc je reviens à la phrase « La conscience du moi est bâtie sur l'organisme ». Et c'est de l'organisme que découlent les actes volontaires. Dans un acte volontaire, il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est le motif, et la deuxième chose, c'est le mobile. Le motif est un facteur conceptuel ou une représentation qui est momentanée. Par contre, le mobile est une cause durable, due à notre caractère, notre tempérament, la somme des expériences et des comportements acquis qu'on a accumulés durant notre vie et qui donc forment une base permanente pour l'action. Ce qui veut dire pratiquement que face à une même représentation, par exemple la représentation d'une glace au chocolat nappée d'une sauce caramel, différentes personnes vont réagir différemment alors que la représentation au départ est commune. Chacun va réagir
à sa façon. Un concept pur ou une représentation, et une représentation, on l'a vu, c'est un concept individualisé, peuvent devenir des motifs par le fait qu'ils influencent l'être humain et le disposent à agir en un certain sens. Néanmoins, le même concept ou la même représentation agira autrement sur différentes personnes et amènera selon leur manière d'être des vouloirs divers. Donc l'action ne dépend pas seulement de la représentation ou d'un concept, mais de notre caractère, idiosyncrasie. Ici, on parle des aptitudes caractéristiques, caractériologiques, caractère. Pour résumer, nous avons à distinguer 1. Les aptitudes caractéristiques, caractériologie, pas facile à prononcer. Les aptitudes caractéristiques possibles qui permettent à tel ou tel concept ou à telle ou telle perception de devenir des motifs de l'action. 2. Les concepts et les représentations possibles capables d'influencer ces dispositions de caractère jusqu'à nous amener à agir. Les premières sont les mobiles et les secondes les fins, les motifs de notre conduite morale. Les mobiles de notre conduite morale peuvent être trouvés par l'examen des éléments constitutifs de notre vie individuelle. Dans le livre, on distingue 4 phases de la vie individuelle. Voir le schéma qui défile pour le moment. Ces 4 phases nous amènent à des actions de plus en plus conscientes. Et la première phase de cette vie individuelle, c'est la perception, ou plus exactement la perception par les sens. C'est-à-dire que là, on se trouve dans le domaine du stimulus et de la réaction. Stimulation, réaction, immédiateté. Par exemple, vous allez chez le médecin, allongez-vous, il prend son petit marteau, il tape sur le genou, la jambe se tend. C'est une réaction immédiate sur laquelle nous n'avons en principe aucun pouvoir conscient d'action. Je vais prendre un autre exemple, c'est la respiration. Il est évident qu'on ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais respirer ou je ne vais pas respirer ». La respiration se fait, c'est un acte inconscient. Bien sûr, on peut se dire « Je vais arrêter de respirer ». Je peux me donner un but, une fin, voilà, aujourd'hui je ne vais pas respirer. Donc je retiens ma respiration. Il est évident qu'après un certain temps, je serai bien obligé de respirer si je ne veux pas tomber évanoui, et le corps envoie des signaux tellement forts que, à moins d'être contraint par l'extérieur de ne pas pouvoir respirer, on est bien obligé de reprendre sa respiration. Les mobiles de cet ordre sont généralement appelés appétits. Satisfaction des besoins animaux et inférieurs, la faim, le désir sexuel, etc., vont s'accomplir de cette manière. Donc, dans ce stade de vie, c'est l'immédiateté qui est la règle. Alors, le mode qu'on vient d'étudier, instinctif d'action et de réaction, peut s'étendre aussi à des actes plus élevés,
À l'origine, ce mode s'applique à la vie proprement sensuelle, la vie des sens. Mais dans le cas de la vie sociale, nous avons ce qu'on appelle les conventions. Et qu'est-ce que c'est une convention quand on y réfléchit? C'est un ensemble de comportements qui s'est répété dans nos vies et qui dépend de notre culture, de notre personnalité aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de tact, qui n'ont pas le sens des conventions. L'exemple le plus simple étant le fait de se trouver dans une pièce et tout à coup on entend quelqu'un qui éructe malencontreusement, mais le tact veut qu'on fasse semblant de ne pas l'avoir remarqué. On fait comme si rien ne s'était passé. Les gens qui n'ont pas de tact vont évidemment le signaler à tout le monde. Et vous avez entendu, vous comprenez ce que je veux dire. Le tact, convention sociale, c'est un système de réaction et d'action, mais qui s'est répété, auquel on s'est adapté et qui dépend évidemment de notre culture et de notre propre goût moral. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le tact. Bien, pour reparler encore un moment du tact, je dirais que dans notre vie consiste en grande partie à acquérir ce goût moral. C'est lui qui nous permet de vivre en société dans les milieux où on est habitué à évoluer. Si tout à coup je me trouve placé dans un autre milieu, je vais devoir m'adapter. C'est une question de goût moral. Si je ne suis pas musulman, par exemple, et que tout à coup je me trouve plongé dans une famille musulmane qui a des coutumes qui sont totalement différentes des miennes, il dépend de mon goût moral de m'adapter immédiatement à la situation. On pourrait imaginer autre chose. Au niveau du tact, on pourrait décider d'accomplir une action provocatrice. Admettons qu'on décide tout à coup de se promener tout nu dans une grande surface. On le fait évidemment par provocation. Et donc on se promène tout nu dans la grande surface et aux surprises, enfin ce n'est pas vraiment une surprise, les gens vont réagir selon leur disposition de caractère, caractériologie. Certaines personnes vont faire comme si de rien n'était, vont continuer leur course, passant à côté de vous, faisant semblant de ne pas vous remarquer. Mais évidemment, ils vous ont remarqué. Mais leur goût moral les a conduits à ne pas réagir. D'autres vont éclater de rire. D'autres vont s'offusquer. D'autres vont peut-être réagir agressivement. En fait, on va se trouver dans ce cas-là en face d'une série de réactions totalement différentes suivant les dispositions caractériologiques des personnes concernées. Mais passons donc à la deuxième phase de la vie individuelle. Passons de la perception au sentiment. Aux perceptions viennent s'ajouter dans notre vie des sentiments. Et ceux-ci peuvent devenir des mobiles d'action, des ressorts de l'action, des forces impulsives de l'action. Par exemple, je cite en lisant Steiner, la honte, la fierté, le sentiment de l'honneur, le respect, le remords, la pitié, le désir de vengeance, la reconnaissance, la piété, la fidélité, l'amour, le sentiment du devoir, etc., etc.,
la vie sentimentale joue un grand rôle comme mobile d'action. Si vous avez l'occasion sur YouTube de voir les petits meurtres d'Agatha Christie, dans la version que je vous propose, eh bien là vous aurez l'occasion d'observer des caractères de personnes, des mobiles d'action, des motifs d'action à travers les récits policiers qui sont présentés dans ces vidéos. C'est vraiment très intéressant si vous avez l'occasion d'en regarder un, à la lumière de ce qui vient d'être dit. Vous pouvez y retrouver les caractériologies, les motifs des actions, les mobiles, et notamment tous les mobiles de la sphère sentimentale liés à la vengeance, le ressentiment, etc., etc. C'est une expérience à faire, moi j'en regarde tous les jours, et c'est très intéressant. Maintenant, à la troisième sphère de la vie qui est celle de la pensée et de la représentation, car il se fait qu'au cours de notre existence, on peut, à partir de représentations qu'on s'est faites et qui forment notre expérience de vie, eh bien ces représentations peuvent devenir des mobiles, des ressorts de l'action, du fait que ces perceptions se sont répétées plus ou moins sous une forme qui n'a pas changé. J'ai été dans un restaurant, un bon restaurant en Bretagne avec ma copine ou mon copain. J'étais très content. L'année d'après, j'y retourne parce que je sais que j'y ai déjà été et que j'ai été satisfait. Et il se peut que 10 ans après, je retourne encore à ce restaurant parce que j'ai vécu une expérience satisfaisante. C'est le cas de toutes les perceptions qu'on a vu faire, qu'on a vu exécuter, et qui deviennent le contenu de notre vie au niveau des mobiles et qui nous poussent à l'action. Je vais prendre par exemple, je ne sais pas si la première fois que vous avez changé une roue de voiture, vous êtes arrêté, on tombe toujours en panne au mois de novembre quand il pleut, c'est une loi de la nature. Eh bien, on s'arrête au bord de la route, on ouvre le coffre de sa voiture, on prend le cric, on se glisse un peu dans la boue du côté de la roue qui est crevée, on place le cric, on tourne la manivelle et on soulève la roue. À ce moment-là, on prend la clé pour enlever les boulons de la roue. Et au moment où on essaye de tourner les boulons, eh bien la roue se met à tourner et impossible d'enlever les boulons. Extraordinaire. Donc résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réabaisser le cric, il faut dévisser les boulons, il faut remettre le cric, soulever la voiture et au miracle, le pneu se sépare de la voiture et dans l'autre sens, donc on n'oublie pas de remettre la roue, d'abaisser le cric et de resserrer la roue. On est sauvé, on peut rentrer chez soi. Novembre, minuit, sous la pluie. Donc, ce qu'on a vécu là va nous servir comme expérience pratique pour le restant de notre vie. On n'oubliera plus jamais de d'abord défaire le boulon avant de mettre le cric. Et comme dit Steiner, ces idées d'action nous accompagnent dorénavant comme des modèles déterminants et vont faire partie de nos aptitudes caractéristiques. On peut dire que des mobiles de ce genre forment l'expérience pratique de l'homme, et cette expérience pratique va se fondre petit à petit dans ce qu'on a appelé le tact,
car l'homme arrive à se lier si étroitement à certaines situations de la vie, à certaines images typiques d'action, qu'il saute bientôt par-dessus toute réflexion et exécute l'acte d'une façon immédiate. La prochaine fois que je vais changer une roue, je ne vais même pas devoir réfléchir, ce sera immédiat, quasiment instinctif, lié au tact ou goût moral. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, vous en trouverez facilement vous-même d'autres. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui ici parce que le quatrième stade, qui est le stade supérieur de la vie individuelle, qui est la pensée conceptuelle mais sans aucun contenu de perception, ça c'est vraiment la chose qui va nous intéresser au plus haut point et pour laquelle j'aurai besoin de l'ensemble d'une vidéo. Donc je vous propose de digérer celle-ci et on se revoit bientôt, demain sans doute. À bientôt mes chers amis.